Bonjour Olivier Faure, merci d'être Bonjour avec David nous. Wittenberg. Aux 4 vérités ce matin, on en parlait dans le journal, un nouveau chiffre de record de nombre de contaminations en une journée. Comment vous jugez la politique menée par le gouvernement contre le Covid? Des mesures locales, des mesures ciblées, mais pas de mesures générales, pas de reconfinement même ciblé. Est-ce que c'est une ligne globalement que vous approuvez? Je ne veux pas être dans un esprit polémique parce que sur un sujet comme celui-là qui est très inquiétant, nous avons besoin de cohésion. Mais je voudrais quand même demander au gouvernement des éclaircissements sur sa politique. Parce que nous avons effectivement l'OMS qui alerte, qui nous dit que nous avons réatteint un seuil qui est supérieur à celui que nous connaissions avant le confinement, pour l'ensemble de l'Europe. Et voilà un gouvernement qui donne le sentiment d'être dans une forme d'improvisation permanente. J'aurais voulu que, bien sûr, qu'on tienne compte du terrain, qu'on demande aux élus, qu'on demande aux préfets quelle est leur position. C'est ce qui est fait aujourd'hui, Olivier Faure. Non, mais moi j'aimerais qu'ils demandent avant pour prendre des décisions ensuite qui s'appliquent et qui soient cohérentes d'un bout à l'autre du territoire. Qu'est-ce qui n'est pas cohérent, par exemple? Prenez l'exemple des classes. Vous avez des enfants aujourd'hui qui sont dans des mêmes situations. Vous avez le nez qui coule parce que vous êtes un enfant de maternelle qui malheureusement attrape un certain nombre de microbes toute l'année. Est-ce que les parents peuvent le mettre à l'école ou est-ce qu'ils ne peuvent pas le mettre à l'école? Eh bien, d'une école à l'autre, ce matin encore, j'avais des témoignages qui me sont parvenus. Il y a des enfants qui ne peuvent pas rentrer à l'école, d'autres qui peuvent y rentrer, des parents qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas quelle est finalement la méthode pour pouvoir se faire certifier. Les médecins, j'en ai fait moi-même l'expérience la semaine dernière avec un de mes fils. Eh bien, les médecins, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais qu'est-ce que voulez-vous que je vous donne? Je ne peux pas vous donner un certificat. Il a une rhinopharyngite, mais est-ce que je peux dire qu'il n'a pas en plus le Covid? Je n'en sais rien. Donc, Olivier Faure, tous les gouvernements tâtonnent, les scientifiques aussi. Est-ce que vous, à la place des gouvernants actuels, vous imposeriez par exemple des mesures générales, fermeture des écoles, ouverture des écoles dans certains cas? Que feriez-vous à la place du gouvernement actuel? Ce que je ferais si j'étais à la place du gouvernement actuel, c'est que je consulterais les élus, je consulterais les médecins, je consulterais comme ce qu'ils peuvent faire, mais ensuite je chercherais à prendre des décisions qui soient des décisions cohérentes d'un bout à l'autre du territoire. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui vous avez des départements où on prend une décision, le département voisin qui est parfois à 100 mètres de chez vous, il y a une décision différente. Comment voulez-vous que les règles soient respectées, qu'elles soient entendues? Donc, moi, ce que je crains, vous voulez des règles pour tout le pays, les mêmes pour tous, aujourd'hui. Pour les mêmes situations, les mêmes réponses. Parce que si vous n'avez pas aux mêmes situations les mêmes réponses, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le sentiment que finalement tout ça est improvisé, tout ça relève finalement de l'arbitraire le plus total. Et donc le risque, c'est qu'on ait des Français qui progressivement se détachent de ces règles, alors que nous avons besoin impérativement de règles claires, respectées et qui permettent au maximum de limiter la contagion. Autre sujet, l'actualité sociale de la semaine, elle est marquée par la fermeture du site de Bridgestone, le fabricant de pneus japonais à Béthune, dans le Nord. Cela a suscité évidemment une énorme émotion. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a parlé d'une décision révoltante. Il promet que le gouvernement va, passez-moi l'expression, mettre le paquet pour essayer de sauver les emplois des salariés concernés. Est-ce que vous demandez qu'il en fasse davantage? Est-ce que l'État a les moyens d'empêcher cette fermeture? Qu'il en fasse davantage, oui. Mais pas davantage dans les larmes de crocodile. Comprenez-moi bien, je vois bien qu'on a un gouvernement qui dit c'est révoltant. Mais ce qui est révoltant, c'est que face à ce qui est révoltant, on ne fasse rien. Comment est-il possible qu'on explique que Bridgestone, qui a reçu de l'argent public depuis de très nombreuses années, soit aujourd'hui, après avoir fait le choix de ne pas investir dans l'entreprise, amené à licencier 830 emplois avec des familles derrière qui vont souffrir comme on peut l'imaginer? Eh bien, pourquoi le gouvernement recommet-il les mêmes erreurs avec le plan de relance? Pourquoi les impôts de production des entreprises qui vont être supprimés ne font-ils pas l'objet d'un conditionnement? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas... Il y aura d'autres Bridgestone si on vous écoute bien. Bien sûr, il y en aura beaucoup d'autres. Parce que tant qu'on ne dira pas aux entreprises, OK, vous avez de l'argent public qui vous revient, mais enfin, en échange de ça, il y a quand même des conditions à respecter. Pas de licenciement, pas de possibilité. Enfin, il faut des conditions sociales, des conditions environnementales, faire en sorte que l'argent qu'on donne serve à quelque chose, qu'on tienne. C'est pas normal qu'aujourd'hui, ils aient le sentiment que c'est open bar. Et ils viennent en France, puisque c'est des Japonais, ils ont de la prédation, ils s'occupent de mettre en place leur entreprise, mais sans forcément leur donner les moyens de subsister. Et ensuite, quand le moment est venu, ils mettent l'argent ailleurs et ils laissent tomber les salariés. Ça n'est plus possible. Donc ça doit servir pour l'avenir. Dans le cas présent, finalement, vous ne préconisez pas une mesure coercitive qui empêcherait Bridgestone de fermer son usine, parce que vous savez que c'est impossible. Dans le cas présent, il faut maintenant regarder ce qu'on peut faire pour investir dans l'entreprise, faire en sorte que l'entreprise qui n'a malheureusement
pas fait le choix d'améliorer son outil de production et donc limiter, pour rentrer 2 secondes dans le dossier, vous avez aujourd'hui une entreprise qui ne produit que des pneus de petit format. Et donc, il y a avec un marché qui est insuffisant. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réinvestir dans l'outil de production, faire en sorte d'accompagner l'entreprise pour qu'elle puisse justement diversifier sa production et que les salariés puissent rester. Mais on ne peut pas laisser faire, on ne peut pas accepter cette idée. J'ai déjà vu à Nokia, il y a quelques mois, on nous a dit « Vous allez voir ce que vous allez voir », on n'a rien vu. Maintenant, il faut qu'à Bridgestone, on voit. Autre sujet du moment, Olivier Faure, le débat sur le déploiement de la 5G sur le territoire français. Vous avez dénoncé le propos d'Emmanuel Macron qui a dénoncé lui-même les écologistes en parlant d'Amish, de retour à la lampe à huile parce qu'ils ne veulent pas de la 5G. Au-delà de la critique sur la forme, on n'a pas bien compris ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'il y ait de la 5G en France ? Ou est-ce que vous voulez, comme par exemple les écologistes, la France insoumise, qu'on fasse une sorte de moratoire et qu'on attende avant de déployer cette technologie ? D'abord, la première chose, quand même sur la forme, il faut arrêter d'avoir un président qui divise les Français en permanence. Qu'est-ce que c'est que cette façon de rejeter à la lampe à huile et aux amiches des gens qui demandent un débat? Et je demande, moi aussi, un débat. Je demande à ce que la clarté soit faite. Il y a des questions qui se posent. Mais dans ce débat, vous allez dire quoi? Vous êtes pour ou vous êtes contre? Parce que c'est ça qu'on voudrait savoir, en fait. Mais quand on a un débat, on a des éclaircissements, on ne dit pas a priori si on est pour ou si on est contre. Moi, je suis pour le progrès technologique quand il est aussi un progrès humain. Pour l'instant, ce qu'on ne sait pas, c'est on ne sait pas quels sont les dangers sur la santé, on ne sait pas quelle est la consommation d'énergie que ça va effectivement produire. Et donc, à un moment où on n'arrête pas de dire qu'il faut être moins énergivore, est-ce que c'est intéressant ou pas de le faire? Il y a une question qui est une question devant nous, qui est une question démocratique et de liberté publique, c'est qu'est-ce qu'on va faire des données qui vont être collectées via la 5G? Parce que la 5G, c'est d'abord les objets connectés. Oui. Et donc, on saura tout sur votre vie. Si on ne vous protège pas par avance, moi je veux savoir quelles seront les contraintes qui seront imposées aux entreprises pour qu'on n'ait pas Big Brother demain. Donc, on a besoin de tout savoir et quand on saura tout, on fera le choix. Mais le progrès n'est pas forcément un progrès, le progrès technologique n'est pas forcément un progrès pour l'humanité. Donc, je veux avoir ces certitudes-là avant d'avancer. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, dans cette affaire et dans d'autres aussi, de courir un petit peu après les thèses écologistes qui vont toujours un petit peu plus loin que vous sur ces questions et que vous êtes un peu, comme le fait Emmanuel Macron dans l'autre bord, un peu le en même temps? C'est-à-dire, il faut du progrès, mais en même temps, il faut faire attention. Est-ce que vous ne devriez pas être plus clair sur votre ligne? La 5G en est un exemple en disant eh bien, ce que vous voulez vraiment, plutôt que de dire il faut un débat. Est-ce que vous n'êtes pas en train de courir après les écologistes? D'abord, j'habite un je ne cours après personne. Je n'ai besoin de personne pour savoir où je dois aller. Simplement, j'ai besoin de données, comme tout le monde. Quand on prend une décision, on a besoin d'avoir toutes les données sur la table. Tant qu'on n'a pas tout ce qu'il faut pour décider, on ne décide pas. Et quand on dit un moratoire, et c'est d'ailleurs ce que demandent les écologistes, ils disent pas non complètement, ils disent on veut un moratoire. C'est-à-dire que le temps de réfléchir pour pouvoir ensuite décider. Eh bien, je souhaite moi aussi pouvoir avoir toutes les données pour pouvoir décider. Alors, le temps de réfléchir et très peu de temps pour me répondre. C'est ce que disent les Français majoritairement. Voilà, le temps de réfléchir. Est-ce que vous aurez un candidat en 2022? Là non plus, on n'a pas très bien compris. Yannick Jadot, lui, il veut être candidat. Jean-Luc Mélenchon aussi, probablement. Au PS, il y aura un candidat? Ça fait déjà deux de trop. Donc la question que moi je pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour gagner? Pas simplement pour figurer et témoigner, mais comment on fait pour gagner? Et pour gagner, il faut un candidat commun. Et c'est ce que je plaide. Et j'espère bien être entendu parce que les Françaises et les Français qui espèrent une alternative au duel Macron-Le Pen, ce qu'ils ont compris depuis longtemps, c'est que 3, 4, 5 candidats de gauche et écologistes, ça fait 4 ou 5 de trop. Il en faut un seul. Eh bien, on vous a entendu. Merci Merci Olivier beaucoup. Faure.